La patience de la Chine envers la Russie diminue. Avec les troupes nord-coréennes maintenant sur le sol russe, Pékin n'est pas content, et cette alliance inattendue pourrait bouleverser tout le conflit en Ukraine. Le 18 octobre 2024, les services de renseignement sud-coréens ont lâché une bombe. La Corée du Nord avait envoyé environ 1500 soldats en Russie pour soutenir ses efforts de guerre en Ukraine. Mais selon les services de renseignement ukrainiens, ce n'était que le début. Le nombre réel pourrait avoisiner les 10 000, avec des ingénieurs et du matériel nord-coréen, qui se joignent pour aider la Russie à optimiser l'armement nord-coréen pour le champ de bataille moderne. Alors que l'Occident est déjà alarmé par ces développements, la réaction de la Chine surprend tout autant. En tant que bouée de sauvetage de la Russie à travers les sanctions, la Chine a maintenu l'économie de Poutine à flot et a discrètement soutenu Moscou depuis les coulisses. Mais l'idée de troupes nord-coréennes, stationnées si près de la frontière chinoise, pourrait pousser la loyauté de Pékin à ses limites. Qu'est-ce qui cause réellement le malaise de la Chine? Cette alliance inattendue incitera-t-elle Pékin à revoir sa position sur la guerre en Ukraine? Alors que le prochain coup de Xi Jinping reste un mystère, les enjeux sont plus élevés que jamais. Mais pourquoi le dirigeant chinois serait-il si alarmé par l'intervention des forces nord-coréennes? Il s'avère qu'il y a de grandes raisons, et elles pourraient tout changer. Les rapports sur la présence de soldats nord-coréens en Russie suggèrent que Moscou est prêt à solliciter une aide militaire étrangère directe dans le conflit. La Russie affirme que ces soldats ne serviront qu'à renforcer sa frontière plutôt que d'être envoyés au front en Ukraine. Cela serait conforme à l'accord de défense mutuelle de juin entre les deux pays. L'accord stipule que les pays sont tenus de venir en aide à l'autre lorsque leur territoire est menacé. Pour la Russie, cela n'est devenu un problème qu'en août 2024, quand l'Ukraine a envahi la région de Koursk. Ce fut un coup de pouce significatif pour le moral des Ukrainiens, et une victoire stratégique à l'époque. Cela a montré qu'ils pouvaient représenter une véritable menace pour le territoire propre à la Russie, même avec seulement les fournitures limitées d'équipements militaires occidental avancés qui leur avaient été fournis. La réponse du Kremlin à l'invasion de Koursk a débuté modérément, avec peu de progrès apparents dans le renforcement de la région durant les 3 semaines, où l'Ukraine pénétrait de plus en plus le territoire russe. La contre-offensive n'a commencé qu'en septembre, près d'un mois après que l'Ukraine ait pénétré dans la région. Depuis lors, comme à Donbass, ils repoussent les Ukrainiens de manière sombre et constante. Alors que des rapports indiquaient l'arrivée de soldats nord-coréens sur le front de Koursk, la Russie avait repris le contrôle d'environ la moitié du territoire occupé dans cette région. Vu la lente progression à Koursk, il est logique de déployer plus de troupes à la frontière, pour prévenir de nouvelles incursions et empêcher l'arrivée de renforts à Koursk. Malgré l'incursion à Koursk, la Russie a continué son offensive dans le Donbass dans le contexte global de la guerre. Donc, les troupes déployées à la frontière ne feraient probablement pas grand-chose au final. Même si l'Ukraine tentait de s'emparer d'un autre territoire russe, cela ne serait probablement pas leur priorité dans un futur proche. L'Ukraine a un besoin urgent de main-d'œuvre dans le Donbass, où les Russes pénètrent de plus en plus profondément en territoire ukrainien, à une vitesse inédite depuis le début de la guerre. De plus, la Russie conscripte des soldats par le biais du service militaire obligatoire depuis plus de 30 mois maintenant. Même si ce service militaire ne dure qu'un an, des estimations récentes suggèrent que l'armée russe a conscripté environ 160 000 nouveaux soldats tous les 6 mois. C'est une réserve de 300 000 troupes. Selon la loi russe, les conscrits ne peuvent pas être envoyés à l'étranger. Cela implique que Poutine a déjà de nombreuses troupes pour renforcer les frontières russes, à moins que celles-ci ne soient pas suffisamment bien formées. Ceci est soutenu par les interrogatoires de conscrits pris comme prisonniers de guerre à Koursk par l'armée ukrainienne. Selon des recrues, ils n'ont eu que quelques semaines de formation avant d'être envoyés à leur poste. Les Nord-Coréens devraient donc être mieux entraînés que les conscrits russes. En Corée du Nord, le service militaire est obligatoire pendant 8 ans pour les hommes et 5 ans pour les femmes. Mais il y a quelques problèmes avec cette hypothèse. Il est peu probable que les troupes nord-coréennes soient formées aux tactiques de combat modernes, notamment la guerre de drones à longue portée, devenue une caractéristique majeure du conflit actuel. Cela implique qu'ils ne devraient pas surpasser significativement les conscrits russes dans le contexte global de la guerre. Deuxièmement, il est douteux que la Corée du Nord enverrait ses meilleures troupes dans un autre pays. Malgré la pression géopolitique pour défendre l'intégrité territoriale de la Russie, les soldats envoyés seraient probablement utilisés comme chair à canon, tout comme les conscrits ou nouvelles recrues russes jusqu'à présent. Si les troupes ne font pas une grande différence, pourquoi la Chine n'apprécie-t-elle pas leur présence? La logique de Poutine pour appeler ses hommes à défendre la frontière russe ne semble pas cohérente. Si leur rôle se limite à défendre la frontière, l'Occident pourrait agir de même en Ukraine.
Si l'organisation du traité de l'Atlantique Nord envoyait des troupes bien armées en Ukraine pour défendre son intégrité territoriale, cela aurait le même effet que les actions de Poutine. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord et l'Ukraine n'ont pas de pacte de défense mutuelle comme la Russie et la Corée du Nord, donc ce serait une sérieuse escalade. Poutine ferait sans doute plus de menaces nucléaires, mais cela franchirait assurément une autre des lignes rouges qu'il a souvent tracées ces 33 derniers mois. Mais si Poutine décide d'utiliser les soldats nord-coréens de manière offensive en Ukraine plutôt que défensive, tous les paris seraient annulés. Avec l'entrée officielle d'un troisième pays dans le conflit, l'opération militaire spéciale deviendrait une guerre susceptible de s'étendre à de nombreux pays et régions. Un conflit direct entre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, la Russie et la Corée du Nord est envisageable. Si cela se produisait, la Chine serait confrontée à un choix difficile. La Chine a un pacte de défense mutuelle avec la Corée du Nord depuis 1961. Si l'organisation du traité de l'Atlantique Nord attaquait la Corée du Nord, elle devrait défendre ses alliés. Si la Chine ne rejoint pas la Russie dans la guerre élargie, la plupart des experts pensent que la Russie est pratiquement certaine de perdre un conflit non nucléaire contre les forces combinées de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Si l'organisation du traité de l'Atlantique Nord devait conquérir la Russie, la Chine risquerait de perdre les ressources russes bon marché dont elle dépend fortement. Cela inclut le pétrole, le gaz et d'autres ressources naturelles comme l'eau, les minéraux et le bois, tous provenant de Sibérie. L'industrie et les centres urbains du nord de la Chine, qui ont un grand besoin en eau, seraient en crise par manque de ressources. Cependant, si la Chine entre en guerre, son économie pourrait ne pas pouvoir soutenir cet effort. Les États-Unis contrôlent le détroit de Malacca, par lequel doit passer la majeure partie du commerce naval entre la Chine et l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Si la Chine entrait en guerre, les États-Unis seraient probablement appelés à prendre le contrôle du front extrême oriental du conflit. La guerre pourrait ensuite s'étendre aux autres membres du Quad, le Japon, l'Australie et l'Inde. En effet, les États-Unis et leurs alliés de l'Indo-Pacifique pourraient bloquer l'accès de la Chine à l'océan Indien et à d'autres voies maritimes, via la mer de Chine orientale. La Chine ne disposerait que de corridors terrestres pour le commerce avec l'Asie centrale et l'accès aux ports du Moyen-Orient et du Golfe Persique. Il y aurait de lourdes sanctions et embargos. Les chemins de fer et les autoroutes sont des cibles assez faciles pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'économie de la Chine pourrait s'effondrer rapidement, surtout si la guerre se prolongeait. Mais il y a une troisième option. La Chine pourrait entrer en guerre contre la Russie. Malgré leur alliance actuelle, les deux pays n'ont pas toujours entretenu de bonnes relations au fil de l'histoire. Au XIXe siècle, la Chine impériale a perdu de vastes territoires au profit d'autres pays, dont la Russie. La Mandchourie extérieure, constituant la majeure partie de la frontière sino-russe orientale et reliant la Russie à la Corée du Nord, a été prise à la Chine par la Russie à cette époque. Même si la Chine ne revendique pas officiellement le territoire, des cartes récentes du ministère chinois des ressources naturelles ont renommé les grandes villes de Mandchourie extérieure avec leur nom historique chinois. De plus, la Chine a déclaré que toutes les cartes internationales devraient utiliser ces noms. Alors, pourquoi la Mandchourie extérieure est-elle si importante pour la Chine ? En plus d'être une extension naturelle de l'une des régions les plus densément peuplées de Chine, le contrôle de la Mandchourie extérieure ouvrirait la porte à la Chine pour prendre toute la Sibérie et l'extrême-orient russe avec elle. En raison des conditions difficiles, la Russie a relativement peu de contrôle ou d'infrastructures dans la région, et elle est peu peuplée. Les deux plus grandes villes n'ont chacune qu'environ 400 000 habitants. Mais l'extrême-orient russe et la Sibérie regorgent de ressources naturelles dont la Chine a cruellement besoin pour son industrie. Le lac Baïkal pourrait à lui seul approvisionner la Russie en eau douce pendant des décennies. Lorsque des entreprises chinoises ont planifié d'acquérir les terres autour du lac, le gouvernement russe a dû intervenir et stopper le projet face aux protestations locales. Et c'est exactement là que les troupes nord-coréennes pourraient intervenir. Au lieu de les utiliser pour défendre la Russie contre l'Ukraine, Poutine pourrait se servir de la Corée du Nord comme zone tampon face à la Chine. Sans la Mandchourie frontalière, transporter des troupes en masse vers la Corée du Nord est bien plus simple que de les poster à Koursk ou près de l'Ukraine. Mais pourquoi la Corée du Nord l'accepterait-elle ? Ils ont aussi un pacte de défense mutuelle avec la Chine, n'est-ce pas ? La Corée du Nord a envoyé du matériel militaire, dont des missiles et des obus d'artillerie, à la Russie. En retour, la Russie a expédié de la nourriture et d'autres produits à la Corée du Nord. Les détails des échanges entre les deux pays ne sont pas divulgués, mais leur commerce semble avoir connu une hausse significative ces dernières années. De plus, depuis 10 ans, la Chine se montre plus critique envers les provocations nord-coréennes. La Chine a exprimé des sentiments mitigés sur le renforcement des liens entre la Russie et la Corée du Nord, craignant l'impact sur la sécurité régionale et ses propres relations avec Pyongyang. Donc,
Si la Corée du Nord est effectivement devenue fortement dépendante de la Russie, contrairement à la Chine ces dernières années, alors elle pourrait très bien décider que le risque en vaut la peine, surtout si elle est fortement pressée par Poutine. Et l'armée nord-coréenne est tout sauf petite. Grâce à ses obligations de service militaire obligatoire, on estime que le pays pourrait mobiliser environ 8 millions de personnes en cas de conflit. Même sans ces réserves, le personnel militaire actif nord-coréen compte environ 1,4 million de personnes, soit l'équivalent des armées américaines et russes, selon leurs chiffres. Avec la mobilisation nord-coréenne, la Corée du Sud est susceptible de renforcer rapidement ses capacités de défense nationale. Les relations entre les deux sont aussi tendues qu'elles l'ont été depuis des décennies. Au minimum, la Corée du Sud travaillerait contre la Chine sur le même axe que le Japon et les États-Unis, coupant l'accès à la mer de Chine orientale. C'est pourquoi les troupes nord-coréennes en Russie ne laissent aucune bonne option à la Chine. Le mieux est peut-être d'attendre et de voir ce qui se passera vraiment avec ces troupes. Selon certains rapports, des Nord-Coréens déployés en Russie ont déserté leur poste, saisissant l'opportunité de quitter définitivement la Corée du Nord. Mais quoi qu'il arrive, la simple présence de troupes nord-coréennes en dit long sur l'état actuel de la guerre. Cela suggère que la Russie commence à s'épuiser à cause de l'effort de guerre. Depuis 2 ans et demi, la Chine parie que la Russie gagnera la guerre, en fin de compte. En signant des accords commerciaux vastes et très lucratifs avec la Russie, la Chine a pu gagner beaucoup plus de la guerre en Russie qu'autrement. Quand la Russie a gagné, la Chine a bénéficié de l'expansion du territoire, de la population et de l'industrie russe. Elle pourrait alimenter son industrie et utiliser l'accès russe pour montrer le déclin de l'influence occidentale, renforçant sa position géopolitique mondiale. Mais si la Russie perd la guerre, il est impossible de prévoir ce qui pourrait arriver à son gouvernement. L'alliance entre la Russie et la Chine semble être construite autour de la forte relation personnelle entre Xi et Poutine et leur régime. Si Poutine perd en Ukraine, il pourrait être forcé de démissionner, et le prochain gouvernement pourrait se tourner à nouveau vers l'Occident, volontairement ou sous la contrainte. Ce serait un coup mortel pour le soi-disant monde égal, ordonné et multipolaire que la Chine essaie de construire. Finalement, la Chine pourrait croire que la Russie commence à s'effondrer tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. En cas d'effondrement, elle pourrait foncer sur la Sibérie et ses ressources, et en tirer un grand profit. Mais si la Corée du Nord continue de défendre la Russie, ce plan pourrait échouer, obligeant la Chine à soutenir une nation en déclin, ce qui ne serait pas dans son intérêt. Que pensez-vous de la possibilité que la Chine prenne une position officielle sur l'entrée de la Corée du Nord dans la guerre en Ukraine ? Dites-le nous en commentaire et merci d'avoir regardé.